Je me souviendrai quand on était fiancés, ma femme et moi, on allait partout. On allait dans tous les concerts, dans toutes les prestations de Gaël. Donc après, elle habitait Cité Poumou, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'habitais dans une garçonnière vers Limété, 3e rue. Après, on est allé à 7e rue. Donc entre nous, les garçons, on s'est dit, on en a marre de vivre chez les parents, on va vivre entre nous. C'est-à-dire que quand vous vivez entre vous, c'est-à-dire que vous ne savez jamais ce que vous allez manger ces jours-là. C'est-à-dire ça dépend. Donc, faites d'abord un effort de préparer le foufou d'abord comme fondation. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on vivait. Et donc moi, où que l'on preste, quel que soit le coin du monde où on va prester, moi je dois finalement aller l'accompagner à Cité Poumou. Sans savoir comment je vais rentrer. Un jour j'étais tellement fatigué, je suis quand même allé l'accompagner. J'ai dormi dans le taxi et on m'a volé les téléphones. J'arrive, elle appelle. Le lendemain j'essaie de l'appeler, je dis écoute, on m'a volé les téléphones pendant que je dormais. Elle m'a dit oh vraiment, mais demain je l'ai quand même accompagné. Elle n'a pas dit oh il est là qu'il a noté. Elle dit, mais tu vas quand même venir. J'ai dit, oui maman, je vais venir. Au fond, elle voulait dire, viens quand même. On avait tellement de temps de se rencontrer en tant que collègues qu'on n'avait pas le temps de développer notre vie de fiancés. Parce que ce n'est pas parce qu'on se voit pour ça. Et donc, j'ai commencé à m'en rendre compte. J'ai dit, écoute, je veux venir te voir, on va aller se promener, on va passer un bon moment ensemble. Moi, je n'étais pas trop fort dans les histoires de frais non remboursables comme les restaurants ou tout ça. Non. C'est-à-dire que dans le processus, ce sont des frais non remboursables. Vous allez beaucoup des restaurants, après quand il dit non. C'est-à-dire ce sont des frais non remboursables. C'est bien écrit dans le contrat. Pour toute annulation, les frais des restaurants ne seront pas. Non, c'est simplement parce que toute notre vie, on l'a menée déjà ensemble comme collègues. Et puis donc, je dis, ok, allez, il faut investir autrement dans cette relation. Je dis, je vais braver tout mon programme, je vais venir te voir, on va aller se promener. Ma pauvre fiancée se prépare ainsi. Aujourd'hui, je vais sortir avec mon fiancé. Je monte jusqu'à Cité Poumou, j'arrive, je la prends, je l'amène à Cité Verte. On est allé se promener. Pour ceux qui connaissent les deux endroits, Cité Poumou c'est là-bas, Cité Verte c'est là-bas. On a traversé et on a commencé à se promener en marchant. La pauvre dame, au fond d'elle, elle se disait que je vais venir, je vais l'amener quelque part. Et elle avait envie de me bouffer. Et puis on s'est promené, on s'est assis quelque part, on a causé, on a parlé de tout, de rien. Après on a encore marché, je l'ai ramené chez elle. Elle ne m'a rien dit, elle ne s'est pas fâchée. C'est seulement après qu'elle m'a dit vraiment ma fiancée donc c'est-à-dire mais au fond elle a regardé, elle a dit ce garçon il doit être super occupé pour qu'il fasse de grands sacrifices de venir pour qu'on traverse le fisc là-bas. Au fond on a eu le temps de parler juste nous deux, ainsi de suite. Ça fait mal. Mais imaginez que ma femme n'ait pas compris sa destinée quand on était fiancés. Et que tout dépend de moi. Toute sa vie, elle n'est rêvé que se marier. Si ce jour-là, je fais ça, elle coule en sanglots, elle pleure, elle tourne vers le Seigneur. Seigneur, l'homme en question. Elle ne vit pas, elle ne vit que par moi. Un jour, une belle histoire. John Maxwell nous racontait. Il arrive dans une conférence où sa femme devait intervenir. Il était en train d'enseigner ailleurs, mais il a voulu faire une petite surprise à sa femme. Il est allé dans cette conférence, il s'est assis au fond. Et sa femme était à la chaire et on était en train de lui poser des questions. Et on est subitement tombé sur cette question. Elle dit, Madame, est-ce que votre mari vous rend heureux? Il était au fond de la salle. Il a croisé ses bras. Ok, on va entendre maintenant. Je suis sûr qu'elle va tout dire de bien. Et sa femme dit non. Hein? Il est choqué. Et les journalistes, le présentateur aussi est choqué. Il dit, Madame, vous avez compris ma question. Je dis, est-ce que quand même votre mari vous donne le bonheur? Il dit non, je ne peux pas vraiment dans ma vie attendre que mon mari me rende heureuse. Ce n'est pas possible. Il dit,
Vivre tout le jour en me disant que c'est lui qui me rendrait heureux, c'est vivre tout le jour en ruinant sa vie. Je me réveille en trouvant ma joie en Christ par rapport au plan qu'il a dans ma vie. Et lui devient un des instruments de Dieu pour pouvoir rendre complet cette joie-là. Mais quand ce jour-là, ce n'est pas lui que Dieu utilise, il utilise le fait que je le sers. Il utilise le fait que je prie. Il utilise le fait que je vais au travail. Il utilise le fait que je m'occupe de mes enfants. Ce n'est pas mon mari qui doit me rendre le bonheur. Ils ont juste envie de dire, un moment, arrête de tourner autour de moi, tourne autour de Dieu. Arrête de tourner autour de moi, tourne autour de ta destinée. Aujourd'hui, certaines personnes ont compris le mariage comme étant une fin, pendant que ça n'a jamais été une fin en soi. C'est ce que cette femme essaie d'expliquer ici quand elle répond aux journalistes. Elle dit, la finalité, ce n'est pas mon mari. Mon mari n'est qu'un de moyens. La finalité, je l'ai déjà atteint. Je connais déjà où je vais. Je sais qui je suis. Alors, quand quelqu'un ne sait pas qui il est, vous le mettez dans une équation. Au lieu d'être un nombre, il est encore un X. Il ne se connaît pas lui-même. Combien de gens ne se marient pas finalement dans un mariage des deux inconnus? Inconnus pour toute la vie. Ils ne se connaissent pas du tout. Non pas que l'un ne connaît pas l'autre, mais chacun ne se connaissant pas, il ne sait pas donner à l'autre suffisamment d'informations pour qu'il le connaisse. Parce que lui-même aussi est ignorant de soi. L'une des plus grosses erreurs que les gens commettent dans la vie, ils ne passent pas assez de temps avec eux-mêmes. On passe du temps avec nos photos de Facebook, les avis des autres, leurs j'aime ou leurs dislike. Tout ce qu'ils disent, on ne passe pas du temps avec soi-même. Rester, c'est dire à Toms, est-ce que tu aimes ça vraiment? On ne passe pas du temps avec soi-même. Or, l'identité d'une personne, la compréhension de sa destination finale, appelée destinée, dépend du fait que tu passes du temps avec toi-même. Toutes les grandes personnes, tous les grands leaders que je connais dans la vie, vous verrez toujours dans l'histoire qu'ils étaient des hommes de méditation. Ils avaient un temps où rester seuls avec eux-mêmes. Dans la vie, celui qui va dans une situation, dans une direction, il sait que la boussole des fois perd le nord. Il faut s'arrêter pour que la boussole retrouve très bien la direction. Passer du temps avec soi-même. Je n'ai pas dit avec Dieu dans la prière. Parce que des fois, quand on va dans la solitude, dans la prière, on parle tellement, on n'est pas allé écouter. Tu passes même pas le temps de regarder dans ce miroir de sa présence, d'écouter des petites réprimandes que Dieu nous fait dans la douceur. Tu n'es pas allé pour te voir tel que tu es afin de changer. Tu es allé avec ton dossier. Dieu, je veux juste que tu me donnes un temps seul, pas avec les autres qui crient alléluia autour de moi, nous deux seulement. J'ai beaucoup de choses à te dire. Et Dieu s'est dit justement, moi aussi j'avais des choses. Non, 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 moi d'abord. Et quand tu as fini, au nom de Jésus, amen, j'attends la livraison à la maison. Ce qui fait qu'un homme disait un jour, on ne sait pas en quoi on est faible jusqu'à ce qu'on tombe. Celui qui n'a pas assez de temps de s'observer, n'a pas assez de temps de rester avec lui-même, il ne va découvrir ses faiblesses que quand il tombe. Il va juste se rendre compte que hey, je ne suis pas aussi spécial que ça. Si tu avais du temps seul, tu allais comprendre que tu n'es que vase d'argile. La solitude vous donne de l'humilité. Et quand vous avez le temps de comprendre qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que le mariage ne fait pas de vous ce que vous êtes. C'est parce que vous êtes marié. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez devenir. Sur base de ce que vous êtes, que vous serez marié. Et quelquefois, on arrête le processus de notre découverte. On veut rapidement embrasser le mariage. Et une fois qu'on revient vers nous-mêmes, on commence à sentir l'incompatibilité avec l'autre personne. Dans la vie, on a certains genres de choix qui restent de façon assez permanente. Je vais bien vous expliquer. Il y a des choix qui sont une combinaison de formules. Si je l'ai choisi, elle, c'est que nous combinons nos deux formules. À partir de ce moment-là, je suis son X, elle est mon X. Alors n'allez pas devenir l'X de quelqu'un dont vous n'êtes pas son X. N'acceptez pas de devenir X de quelqu'un. Quand vous le prenez lui, vous le mettez dans votre équation, ça gâte l'affaire. Ça, ce n'est pas compatible. La compatibilité est que si j'entre dans ton X et que toi tu entres dans le mien, le résultat final de deux côtés doit donner le même chiffre. Ce qu'on appelle la compatibilité dans le mariage.
Mon histoire dit que ça marche. Ça va pour l'instant? Vous auriez voulu que je sois votre prof de maths, hein? Ça aurait été plus facile, hein? Non, ce ne sont pas les maths qui sont faciles, c'est les mariages qui est facile. On comprend tout quand on explique sur le mariage, même avec l'alchimie, vous allez comprendre. Ce genre de choix appelé mariage peut donc influencer tout le reste. Alors je dis absolument tout le reste. Mais il y a une chose très très importante à comprendre. C'est que la vie en elle-même ne se vit pas autour du mariage. Le mariage n'est pas le seul X. Il y a même d'autres valeurs qu'il faut introduire bien avant, qui te permettront au moment de choisir la valeur du mariage, tu sois un peu plus sûr de toi. Et ça n'a rien à voir avec qui vient dans ton mariage, mais ça a d'abord à voir avec qui tu es toi-même. Qu'est-ce que tu essaies de dire? J'essaie de dire ceci. Si tu ne sais pas travailler ce que tu es, tu seras toujours une valeur incompatible pour les autres. Regarde le mariage comme ça. Ne regarde jamais les mariages comme qui vient chez toi. Les mariages, regarde-les comme qu'est-ce que je veux faire chez lui. Par qui va t'aimer? Est-ce que j'en ai suffisamment à donner pour aimer? Dans la Bible, le mariage, dans la Bible, l'amour n'a jamais été considéré comme une chose à recevoir. Jésus, quand il donne des ordres d'amour, il donne des ordres d'amour comme une chose à donner. Et lorsqu'on voit Dieu se révéler dans la Bible comme amour, ce n'est pas un Dieu qui reçoit de l'amour. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand vous avez entendu qu'il a été dit, vous haïrez vos ennemis. Moi, je vous dis, faites-vous aimer par vos ennemis? Non, vous aimez. Même quand eux, ils sont ennemis, le mariage n'a de sens que quand nous, on peut le conjuguer. Plusieurs façons d'expliquer la relation du mariage. Certaines personnes préfèrent la méthode gréco-romaine où ils disent, ah, c'est ton âme sœur. C'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui est toi-même au féminin partout dans le monde. Certains même vont loin, ils essaient de mélanger ça avec la Bible en disant, ah, Dieu a pris dans Adam un os, donc chacun de nous doit avoir un seul os quelque part qu'il faut chercher. Bon, c'est pour ça qu'un homme, un jour, en train de pleurer dans sa chambre, sa femme vient voir, dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai mal ici à la côte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Certains pensent comme ça, mais la difficulté qu'il y a avec cette façon de réfléchir, c'est que s'il arrive que l'un des deux conjoints meurt et que la personne se marie après, on se demande combien de côtes il a fait finalement. Alors, donc, on préfère aussi regarder le mariage comme le fait que c'est un jeu de compatibilité, une association de compatibilité, c'est-à-dire chaque personne a une liste de personnes compatibles partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il est possible que quelque part dans le monde, il y ait une Nadège qui soit chinoise, une autre qui soit indienne, une autre qui soit... Partout dans le monde, il y a des gens qui ont le profil de ma femme. Mais les choses qui réduisent le choix, c'est d'abord où tu es né, la culture dans laquelle tu grandis, l'endroit que tu fréquentes, ça réduit déjà les possibilités de rencontrer les autres compatibles. Vous avez compris ça? Et plus loin, ça réfléchit comme ça en disant, même dans cette liste de compatibles où il y a la personne qui est compatible à vous partout dans le monde, je parle de compatibilité, je ne dis pas que c'est elle la femme, mais c'est-à-dire que si on vous mettait avec celle-là, ça marcherait mieux. Et dans cette même liste, il y a donc non seulement les compatibles, mais il y a des degrés de compatibilité. C'est-à-dire que si je n'avais pas épousé ma femme, j'avais épousé une autre, ça allait marcher, mais ça n'allait pas marcher de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ajustement, elle serait peut-être à 60%, moi je serai à 80%, à 200%. Je vais souffrir toute ma vie à attendre jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre ces niveaux-là. Et toute ma vie, cette personne serait un poids à porter durant toute ma vie. Un jour, il va devenir compatible avec moi. Mais ce sera quand j'aurai une centaine d'années. Alors, le bonheur, c'est de trouver une personne qui est compatible dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, là où vous êtes, et dans le temps, c'est-à-dire au moment où je vais me marier, c'est elle qui est déjà compatible et ça passe déjà. Quelqu'un comprend bien cette théorie? À partir de ce moment, lorsque vous pensez que vous devez vous marier, le plus grand bonheur que vous puissiez donner à l'humanité, le plus grand don, le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire, connaissez-vous vous-même, s'il vous plaît. Quand vous vous connaissez vous-même, vous développez vers votre maturité, vous êtes en train de automatiquement sélectionner les genres de personnes pour vous.
Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand vous grandissez, vous sélectionnez automatiquement le genre de personnes pour vous. Vous levez votre tête de la liste, vous devenez le numéro 1 de quelqu'un et automatiquement, votre numéro 1 se découvre parce qu'il doit être compatible avec vous. Vous avez compris cette autre théorie, hein? Fantastique.